Coucou, c'est le tutorat. Cette semaine, on va parler d'électrostatique et d'électromagnétisme en corrigeant les QCM 12 et 14 de la colle du E3. Madame Pichon aime bien innover, vous interroger sur ce que vous avez compris plutôt que ce que vous avez appris par cœur. Donc il n'est pas rare de trouver des exercices avec des schémas à faire ou à comprendre dans ces sujets. Il faut quand même connaître les formules qu'elle vous donne, mais attendez-vous à faire marcher vos méninges en électrostatique. Commençons par corriger le QCM 12. Je vous ai mis l'énoncé et comme la dernière fois, je vous laisse faire pause pour pouvoir le lire. Bon, là comme ça, c'est pas clair. Heureusement, on vous donne un petit dessin pour agrémenter tout ça. On va le compléter ensemble avant de répondre aux items, ça va nous aider. Quand vous êtes face à votre copie, n'hésitez pas à gribouiller sur le sujet, sinon vous ne vous y retrouverez pas. Commençons par nommer les cercles. Pour les placer, servez-vous du diamètre indiqué et des points de repère qu'on vous donne. Donc par exemple, tel cercle croise tel cercle en 2 points. Alors, d'abord le cercle 1, de diamètre 6 cm et de centre A. Ensuite, le cercle C2, de diamètre 3 cm et de centre B. Les deux seuls cercles à posséder le même centre sont C3 et C4. Et enfin, C5 et C6 sont les deux derniers cercles. Plaçons maintenant les points donnés dans l'énoncé. D et E à l'intersection de C5 et C6 et M et N à l'intersection de C1 et C2. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à placer les charges données dans l'énoncé. Q1 et Q2 forment un premier dipôle, on les met de la même couleur. Et Q3 et Q4 en forment un deuxième. Et voilà, on peut se lancer dans la résolution de l'exercice. Item A. Le dipôle Q1-Q2 fait 4 cm de longueur avec Q1 en valeur absolue égale 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs. Pour trouver la distance qui sépare les deux charges, il suffit de compter les petits carreaux. On trouve 8 petits carreaux, et comme on sait que 2 petits carreaux égale 1 cm, on obtient bien une distance de 4 cm. D'après le cours, un dipôle est un ensemble de deux charges égales et opposées séparées par une distance A non nulle. Opposées, ça veut dire qu'elles sont de signes différents. On sait ici que Q2 est positive, donc Q1 est négative. Et le fait qu'elles soient égales, ça veut dire que la valeur absolue des deux charges est la même. Donc on a bien valeur absolue de Q1 égale valeur absolue de Q2 égale 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs. L'item A est vrai. Item B. En considérant le dipôle Q1-Q2 au point M, V égale 4,5 x 10 puissance 4 volts. On cherche V au point M, c'est-à-dire le potentiel au point M. Ce potentiel résulte des potentiels créés par les charges Q1 et Q2. Comme le potentiel est un scalaire, on peut facilement en faire la somme. On a donc V égale V1 plus V2 égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 sur RA plus 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q2 sur RB. On sait que le diamètre du cercle 1 est de 6 cm. Donc on sait que son rayon, qui est la distance qui sépare M de la charge Q1, est égal à 3 cm. De même, pour le cercle 2, on obtient un rayon de 1,5 cm en divisant le diamètre de 3 cm par 2. On peut également lire ces distances sur le dessin. On connaît Q2 et on sait que Q1 a la même valeur mais en négatif, parce que les deux charges forment un dipôle. Donc Q1 égale moins 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs et Q2 égale 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs. De plus, on sait d'après le cours que 1 sur 4 pi epsilon 0 égale 9 x 10 puissance 9. Attention à bien convertir les centimètres en mètres. Il faut faire très attention aux unités en UE3. On obtient donc RA égale 3 10 puissance moins 2 mètres et RB égale 1,5 10 puissance moins 2 mètres. On factorise notre expression par 1 sur 4 pi epsilon 0 et on remplace. On trouve finalement 4,5 10 puissance 4 volts. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir le calcul détaillé. L'item B est donc vrai. Item C. En considérant le dipôle Q1-Q2 au point N, V égale 4,5 10 puissance 4 volts. Bonne nouvelle, ici, pas besoin de se relancer dans un calcul. En effet, le point N est à la même distance de A et de B que M, car il est à une intersection de C1 et C2. De plus, Q1 et Q2 n'ont pas changé de valeur entre-temps. On retomberait donc sur le même calcul que dans l'item précédent, et par conséquent sur la même valeur. Faites bien attention à ce genre d'item, voir tout de suite qu'on n'a pas besoin de faire le calcul peut faire gagner beaucoup de temps. L'item C est vrai. Item D. Le moment dipolaire électrique s'orientera de A vers B. D'après le cours, le moment électrique dipolaire de notre dipôle Q1-Q2 est un vecteur qui part du point situé au milieu du segment AB et dont la direction est celle de la droite AB. De plus, on sait que en A, la charge Q1 égale moins 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs et en B, la charge Q2 égale 1,5 x 10 puissance moins 7 coulombs. Encore d'après le cours, un moment électrique dipolaire va de la charge négative vers la charge positive. Donc celui du dipôle Q1-Q2
noté nu, va bien de A vers B. Sur le dessin, le vecteur n'est pas à l'échelle, c'est juste pour vous montrer d'où il part et par où il va. L'item D est vrai. Item E. Les forces d'interaction entre Q2 et Q3 seront attractives. D'après l'énoncé, Q3 et Q2 sont de même signe, et d'après le cours, deux charges de signes différents s'attirent et deux charges de même signe se repoussent. Ici, comme on sait que Q2 et Q3 sont de même signe, elles se repoussent. L'item E est faux. Passons à l'électromagnétisme. Un champ magnétique peut être créé de différentes manières, notamment grâce à des aimants, grâce à la Terre, ou encore grâce à un courant électrique, c'est ce qui nous intéresse ici tout particulièrement. Un champ magnétique s'exprime en Tesla dans le système international. Parfois, on utilise le Gauss, tel que 1 Gauss est égal à 0,1 millitesla. Le vecteur champ magnétique est noté B. Un vecteur se définit toujours par un point d'application, une direction qui est donnée par la direction de l'aiguille aimantée, et un sens, du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille. Un champ magnétique peut être créé par une charge en mouvement. Dans ce premier cas, le point d'application est M, situé à une distance r de la charge en mouvement. La charge en mouvement Q a une certaine vitesse V. On a également déterminé un vecteur unitaire U, dont la norme est par définition égale à 1. Dans le cours, le champ magnétique vaut perméabilité du vide sur 4π fois Q fois le produit vectoriel de la vitesse et du vecteur unitaire sur la distance au carré. La valeur de la perméabilité du vide est importante à retenir. Elle correspond à 4π fois 10 puissance moins 7 USI. Cela permet des applications faciles de la formule car il suffit de simplifier par 4π. Quant au produit vectoriel, cela signifie que le vecteur champ magnétique B est à la fois orthogonal à V et à U. Si V et U sont dans un même plan, le plan de la diapositive par exemple, cela signifie que le vecteur a une direction perpendiculaire à celle de votre écran. Ce symbole, en rouge sur la diapo, signifie que le sens est dirigé vers vous. Mais comment déterminer le sens ? Pour savoir quel sens a le vecteur B, on utilise la règle des 3 doigts de la main droite. L'index correspond au premier terme du produit vectoriel, ici c'est V, le pouce correspond au deuxième terme du produit vectoriel, ici U, et le majeur correspond au sens du vecteur résultant du produit vectoriel. Pour déterminer la norme du vecteur résultant d'un produit vectoriel, on multiplie la norme de U, la norme de V, et le sinus de l'angle qui sépare ces deux vecteurs. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse moins. Bref, revenons à nos moutons. S'il y a plusieurs sources de champs magnétiques, le champ magnétique résultant est la somme vectorielle de l'ensemble des vecteurs. Dans le cas d'un champ créé par un courant rectiligne, le vecteur champ magnétique B est égal à la perméabilité du vide sur 2π fois l'intensité électrique sur R fois le vecteur unitaire. Comme les schémas le montrent, le vecteur champ magnétique B est plus petit si la distance R augmente. A l'inverse, B est plus grand si la distance R diminue. Je ne vais pas continuer à faire l'inventaire de toutes les formules du cours, mais les formules découlent les unes des autres et je vous conseille de ne pas les apprendre séparément. Intéressons-nous au QCM 14. Il faut faire attention parce qu'on a ici affaire à une question à réponse unique. Il n'est pas nécessairement précisé dans l'énoncé qu'il s'agit d'un QRU. C'est parfois le cas, mais même si ce n'est pas précisé, ce n'est pas très difficile de les reconnaître. On les identifie notamment car toutes les valeurs proposées sont différentes et sont présentées dans la même unité. Si vous remarquez que vous avez affaire à un QRU et que vous n'avez pas le temps de résoudre l'exercice, il faut mettre un seul item de vrai au hasard. Si vous mettez tout faux ou tout vrai, vous n'aurez aucun point, car seule une combinaison avec 4 items faux et un item vrai peut permettre de gagner 5 points. Donc si vous ne savez pas la réponse, vous avez au moins une chance sur 5 d'avoir 5 points. Mais bon, pour gagner tous les points, l'idéal est quand même de résoudre l'exercice. Je vous laisse faire pause un instant pour lire l'énoncé correctement, je vous ai mis en gras les informations importantes. On commence par chercher le champ magnétique créé par un seul courant rectiligne. Pour cela, on utilise la formule qu'on vient de voir. Ce n'est que la norme du vecteur qui nous intéresse ici. On sait que la perméabilité du vide est égale à 4π fois 10 puissance moins 7 USI. On remplace ensuite les données restantes par les valeurs de l'énoncé. Il faut bien faire attention à ce que toutes les valeurs soient bien dans le système international. L'intensité est égale à 20 ampères. La distance R est égale à 8 cm. On la convertit, c'est égal à 8 fois 10 puissance moins 2 mètres. Cela nous donne un très joli calcul où toutes les valeurs sont bien dans le système international. Il suffit alors de le résoudre pour obtenir la valeur du champ magnétique créé par un seul fil rectiligne.
Je vous laisse le déroulé du calcul, mais à la fin on obtient bien 5 fois 10 puissance moins 5 Tesla. On n'a pas encore tout à fait fini de résoudre l'exercice. En effet, l'énoncé dit qu'on cherche la valeur du champ magnétique créé par un faisceau de 8 fils rectilignes. On sait que par superposition, le champ magnétique résultant de différents champs magnétiques est la somme de ces différents champs. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de se préoccuper de la direction ou du sens du vecteur du champ magnétique, car elle est identique partout. Il s'agit d'un faisceau de fils rectilignes unidirectionnels. Il suffit alors de faire la somme des 8 champs magnétiques. On multiplie donc tout simplement le résultat qu'on a obtenu précédemment par 8. On obtient 40 fois 10 puissance moins 5 Tesla, et quand on simplifie, on obtient 4 fois 10 puissance moins 4 Tesla. L'item A est donc vrai, et tous les autres sont faux. Je vous donne une petite astuce au passage. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y avait un moyen plus rapide de résoudre l'exercice. Je vous ai montré la méthode propre, longue, pour résoudre le QCM et bien comprendre, mais il y a un moyen plus rapide de le faire. Pour gagner du temps au concours, c'est pas mal de remarquer ces petits trucs dans l'énoncé qui peuvent nous épargner quelques calculs. On sait dès le départ, d'après l'énoncé, que notre résultat final devra être multiplié par 8, car on a un faisceau de 8 fils. On peut donc s'épargner quelques lignes de calcul à partir d'ici. En effet, on résout plus rapidement le calcul si on remarque au départ qu'il n'y avait pas besoin de diviser par 8 pour à nouveau remultiplier par 8 ensuite. Et on obtient notre résultat tout comme avant. L'UE3, c'est comme l'UE1. Il faut faire bien attention aux unités, apprendre les formules et surtout comprendre ce qu'on fait pour réussir. Sur ce, on vous souhaite bon courage et on vous dit à la semaine prochaine.